Bonjour et bienvenue à toi dans cette seconde partie de vidéo consacrée à la modélisation procédurale dans Houdini. Si tu n'as pas vu la première partie, je te conseille vivement d'aller la regarder en amont parce que tu risques d'être un peu embêté pour suivre le reste de cette vidéo. Pour ceux qui étaient déjà là à la première partie, je vous remercie de suivre cette session et maintenant, place à la 3D. Et c'est parti pour la suite. Donc, maintenant qu'on a notre sucre glace conformé à notre torus ou notre donut, ce qu'il va falloir faire, c'est donner un look un peu plus intéressant et smooth à ce sucre glace. Donc le moyen le plus rapide pour adoucir un peu cette surface, c'est grâce au node Subdivide. Normalement, cette opération, tu la connais, étant donné qu'elle est présente dans beaucoup de logiciels de 3D. Si on a des Sharp Edge, on va pouvoir subdiviser notre topologie pour obtenir des polygones plus petits. Grâce à ça, on va pouvoir également adoucir nos edges. On voit qu'ici, au milieu, ici est venu se créer une edge supplémentaire, ce qui va venir adoucir notre surface. Donc plus on met de subdivision à l'intérieur, plus on va subdiviser le modèle. On voit que là, on en a 2 de plus, et ainsi de suite. C'est exponentiel jusqu'à obtenir une surface relativement intéressante et un peu plus organique, comme un sucre glace. Ok, notre sucre glace commence à être super intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer et ce côté qui est la partie de création du sucre glace. Je pourrais la grouper comme ça en venant appuyer, en venant sélectionner les nodes que je veux et en appuyant sur Shift O, je vais pouvoir créer comme une catégorie. Ok, que je pourrais coloriser, je ne sais pas, n'importe. Hein. Imaginons que le sucre glace serait donc en vert. Hein, c'est rien à voir avec la couleur finale, mais pourquoi pas. Et à l'intérieur de ça, eh bien, grouper tous les nodes qui concerneraient la création du sucre glace. Là, ici, on serait sous notre base. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est venir tout simplement récupérer la sortie de notre sucre glace. En restant appuyé sur la touche Shift, je viens prendre le deuxième node qui m'intéresse, donc à savoir le donuts en général. Je recule et je reste enfoncé sur la touche Alt et je fais un clic gauche et je crée automatiquement un merge. De cette manière-là, je vais avoir mes deux objets directement dans le même node. Donc là, ça commence à devenir intéressant, mais ce qu'il faudrait, c'est que je puisse les dissocier quand même avec des couleurs. Ce que l'on pourrait faire tout simplement, c'est créer un node color qui va nous permettre de coloriser notre géométrie. Je vais mettre ça sur les points, je vais le laisser comme ça. Et en venant sélectionner n'importe quelle couleur ici, je vais pouvoir coloriser automatiquement tous mes points sur ma topologie. Et étant donné que tous mes points vont être colorisés, eh bien les primitives vont l'être aussi automatiquement, puisqu'il va y avoir une interpolation de la couleur qui est stockée sur les points, entre les points, et donc tous les primitifs qui sont au milieu vont se coloriser automatiquement. Je pourrais aussi le faire sur les primitifs, ça me donnerait exactement le même résultat, on ne verra pas de différence, mais je préfère le stocker pour les points parce qu'on va faire un petit peu de programmation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'isoler et je vais me concentrer uniquement dessus. Ce que j'aimerais, c'est créer juste un dégradé qui a à l'intérieur de mon torus pour ne pas avoir une couleur unie comme ça. Donc ce que je pourrais faire, c'est venir, au lieu de créer une constante, venir créer un ramp from attribute. Et là, je vais pouvoir obtenir un gradient de couleur grâce à une certaine distance. D'accord ? Ici, dans le gradient de couleur, il faut visualiser que la première valeur qui est la plus à gauche, ici, est considérée sur la position 0. Et plus on avance sur notre graphe, sur notre rampe, plus la valeur est à 1. Donc en gros, cette couleur blanche a une position de 1, ok, et cette couleur noire a une position de 0. Si je déplace la couleur noire, on voit que sa position en dessous change, et donc que la valeur noire va être sur la position 0.5. Admettons, imaginons qu'elle soit pile au milieu de mon rampe. Eh bien l'idée serait que grâce à ce profil de couleur, j'arrive à y donner une source qui va permettre de définir la couleur sous mon primitif. La source qui me vient la plus évidente serait éventuellement de prendre la position de nos points et de créer un ramp sur la base de cette position. Je m'explique. Si en dessous, je split mon viewport et que je viens prendre notre meilleur ami, le Geometry Spreadsheet, juste ici, on voit que je vais avoir des points ici, donc P étant l'attribut qui stocke la position de nos points. Chaque point est créé réellement dans l'environnement 3D, donc chacune de ces positions est stockée dans l'ordinateur, dans le software, et toute cette information, grâce au Geometry Spreadsheet, nous est renvoyée. On y a accès, d'accord ?
Le point P, je vois qu'il a plusieurs coordonnées. Par exemple, le point 0, il a des coordonnées en X, Y et Z, ce qui correspond aux trois axes qui nous permettent de savoir où est positionné exactement le point dans l'espace 3D. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, ou en tout cas de récupérer, quelle est la position sur Y de chacun des points. Ce que je peux faire, c'est juste isoler Y et dire, ok, stocke-moi juste cette valeur, et pour chacun des points, s'il est proche de 0, eh bien il aura la couleur noire. S'il est proche de 1, eh bien il aura la couleur blanche. Donc ça serait l'idée. Pour ça, dans un premier temps, on va devoir stocker la position de chacun de nos points. Et on va le stocker en déclarant un nouvel attribut. Cet attribut, on peut lui donner le nom qu'on veut. Et on va dire, ok, ce nouvel attribut qu'on a créé, on va juste stocker la position des points sur l'axe Y. C'est aussi simple que ça. Je vais vouloir le stocker en un flottant. Donc je déclare mon attribut en F pour flottant. At, c'est ce qui nous permet de déclarer déclarer que l'on va créer un attribut. Et je lui donne le nom que je veux. Donc je vais l'appeler dist pour distance. C'est ma variable, c'est moi qui ai décidé de lui donner ce nom. Tu fais comme tu veux, tu l'appelles comme tu veux. Je déclare donc un flottant. Un flottant, c'est juste une valeur décimale avec des chiffres derrière la virgule. Ok, là on voit que sur l'axe Z, j'ai un point qui est à moins 0,0433. Ok, ça c'est un flottant, d'accord. Les trois flottants mis bout à bout, on appelle ça des vecteurs flottants. Étant donné qu'ils ont des virgules après des décimales après la virgule, eh bien on appelle ça des vecteurs flottants. Maintenant que j'ai déclaré ma variable distance, j'ai juste à lui fournir la valeur qui m'intéresse le plus, à savoir la position de chacun des points sur son axe Y. Donc pour ça, j'accède à la position des points avec l'attribut P, donc @P, et le seul composant qui m'intéresse, c'est Y, donc je mets point Y pour lui dire, ok, distance, maintenant tu vas stocker la position des points sur leur hauteur. Je vais avoir, une fois que j'exécute ce code, on n'oublie pas le point virgule en fin de notre ligne pour dire que la ligne est terminée. Le code comprend très bien qu'il doit exécuter ça. Ça me permettrait éventuellement en dessous d'aller écrire encore d'autres codes. Bref, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le plus important, c'est qu'on a bien notre variable dist qui a été déclarée. Elle est ici, c'est le nom de son attribut. Et pour chacun des points, il est venu stocker sa coordonnée en Y, en tout cas sa position coordonnée Y, que l'on voit juste ici. On voit ici que le point 0 est à 0,27652 dans le world, donc il est à 27 cm au-dessus de l'origine, d'accord, au-dessus de 0Y. Eh bien, on voit que distance a stocké exactement la même valeur. Ce qui va me permettre, derrière, de venir récupérer mon node color et de lui fournir ici l'attribut dist. Une fois que je fais ça, je vais pouvoir commencer à remap mon profil de couleur. On voit que chacun des points, s'il est positionné au-dessus de 31 cm, donc 0,31 et des brouettes, eh bien il va recevoir la couleur noire. Tout ce qui va être au-dessus va récupérer ce gradient de couleur vers le blanc. Je pourrai sharp et contraster cette couleur. On voit qu'au fur et à mesure, la couleur peut être récupérée. Donc c'est très intéressant, sauf que si maintenant je décide, je sais pas moi, de rehausser un petit peu la grosseur de mon radius Y, eh bien je ne vais pas avoir mon profil qui va se mettre à jour. Ok ? Là je vois que je perds de plus en plus de couleur noire, alors qu'au début il était plus que la moitié, cette couleur noire. Là je me rends compte que cette couleur noire n'est plus qu'en dessous. Tout simplement parce qu'en réalité, je n'ai pas récupéré la range de la hauteur totale de mon objet. J'ai fait ça sur une range compris entre 0 et 1 mètre. Donc ça veut dire que ce profil, il sera entre guillemets normalisé entre 0 et 1 mètre. Ce qui veut dire que si mon torus dépasse les 1 mètre, eh bien ça ne se mettra pas à jour. Pour ça, on a une petite astuce qui va être de récupérer la bounding box de notre modèle. La bounding box, en réalité, c'est ce genre de choses. Quand je récupère le wireframe bounding box, je vais voir que en fait, mon objet est encapsulé. En plus de tout ça, il est encapsulé dans une boîte qui représente à peu près sa forme sur les extrémités. Est-ce que je peux le montrer autrement? Je vais faire comme ça. Et ici, est-ce que je peux visualiser? Non. Je vais le visualiser autrement. Ici, ce que je pourrais faire, c'est sur la base de cet objet. Donc là, je vais le remettre en smooth shaded. Ok. Je vais enlever les points. Je
Je vais remettre la topologie. Ici, lui, je le garde en topologie finale. Et à côté, je vais créer un node bound qui, lui, va me permettre de réellement créer une géométrie sur la base de la bounding box de l'objet. Ça n'a rien à voir avec de la visualisation. Là, on crée réellement une surface. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de te montrer ce que fait en réalité ce node bound. Ce node bound, il vient encapsuler. Il prend une box et il vient encapsuler parfaitement sur toutes les extrémités, sur tous les axes, notre objet, que ce soit sur la hauteur. Si je me mets en front view, je vois que ma bande, elle est tout pile au point maximum, tout pile au point minimum, tout pile sur le côté, et ce, sur tous les axes. Donc cette bounding box, elle est très utile parce que ces informations, en fait, on va savoir à quelle hauteur maximum est notre objet, quelle hauteur minimum est notre objet, et ainsi de suite sur tous les axes. On pourrait y accéder aussi, par exemple, si on venait faire un middle click ici, on verrait que son centre est à ses coordonnées, son minimum est à ses coordonnées sur tous les axes, son maximum sur tous les axes ici, et sa taille totale sur tous les axes. Donc la longueur, par exemple, de x, ici, donc la longueur totale de x de notre bounding box serait de 1 mètre 5835 au total. Donc cette bounding box, elle est très intéressante parce que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'amuser à venir la récupérer avec une fonction qui s'appelle la fonction bounding box. Je reviendrai peut-être plus en détail sur les fonctions plus tard. Pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais juste récupérer la bounding box de l'objet courant, donc l'objet 0. Et ce que je veux récupérer, c'est sa hauteur minimum et sa hauteur maximum. Donc pour ça, je viens taper d y min pour y minimum. Donc là, je récupère la bounding box de mon objet courant sur dy minimum, donc la distance de y minimum, donc celle-ci. Et je viens faire pareil de l'autre côté pour son maximum. À la place de min, je viens taper max. De cette manière-là, ma range sera compris automatiquement entre 0,01 et des brouettes et 0,554 et des brouettes derrière, ce qui me permet de ramp d'une certaine manière de normaliser ma hauteur et de pouvoir ramp mon modèle. Je vois qu'ici mon point noir est bien au milieu. Là j'ai bien mon tracé qui est au milieu avec le contraste qui se fait progressivement. Je pourrais réduire la couleur blanche pour avoir quelque chose de très sharp. Et si maintenant je décide de grossir mon torus, qu'importe sa hauteur, eh bien j'aurai toujours la moitié qui sera prise et l'autre moitié en blanche, la moitié noire et la moitié blanche. Ok? Donc maintenant que j'ai ça, je peux m'amuser à récupérer des presets aléatoires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une couleur intermédiaire rapidement. Je vais garder ici une valeur marron, au milieu une valeur un peu plus claire. Et idéalement, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer celui-ci. Je vais faire copy parameter sur sa couleur. Je vais la paste en relative référence ici. Au moins, j'ai la même couleur des deux côtés, étant donné qu'elles sont synchronisées maintenant. Et je vais faire la même chose presque pour la position. Donc je vais récupérer la position de celui-ci. Et je vais venir faire ce qu'on appelle un complément. Donc, je vais venir paste relative référence. Je récupère. Et je viens faire 1 moins cette valeur-là. Ce qui va me permettre, en gros, de synchroniser ces deux objets. Dès que j'en déplace un, j'ai l'autre qui fait son contraire de l'autre côté. Ok? Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je remets cette couleur blanche qui est partie, je ne sais pas pourquoi. Je récupère mon orange et je le clarifie un petit peu. Et au moins, j'ai mon torus qui est conformé. Je remets sa valeur à 0.25, à peu près ce que j'avais à la base. Et qu'importe la hauteur, eh bien, j'aurai toujours mon gradient au milieu qui s'exécutera automatiquement. Cool! Je commence à avoir une couleur de donuts, c'est intéressant. Je peux venir maintenant ajuster le look, noircir un petit peu ça, et je vais juste rajouter un peu de couleur orange. Ok, ça commence à être pas mal. Maintenant, je merge les deux, et j'ai bien mon gradient en dessous qui opère bien. Super. On peut coloriser de l'autre côté le sucre glace, ça peut être cool aussi. Là, on va un peu moins s'embêter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y donner une couleur unique. Quelque chose d'appétissant, à peu près comme ça. Tu as le code couleur ici, si tu veux récupérer le même que moi. Ça ira très bien. Et notre donuts commence à ressembler à quelque chose d'intéressant. Vient maintenant la partie amusante, à savoir créer. Je vais refermer ça. À savoir créer tous les petits morceaux de sucre qui vont être apposés dessus directement sur la crème glacée.
Donc le meilleur moyen, étant donné qu'on a notre crème glacée et que notre crème glacée est procédurale, le meilleur moyen qu'on a, c'est de venir récupérer directement notre crème glacée, la sortie ici, avant ou après la couleur, c'est pas très important. Je vais le créer juste avant, ok. Et je vais dire que ce node s'appelle out crème. Derrière, je peux venir le sélectionner et appuyer sur CTRL-C pour copier le nom de ce node et créer à côté un object merge. J'ai mon object merge, si je mets le flag dessus, je me retrouve uniquement avec le résultat de ma crème glacée, ce qui sort en fin de network juste ici. Donc comment on peut faire pour créer du sucre glace sur cette surface? Ce qu'on peut venir faire tout simplement, c'est créer un node scatter qui va nous permettre de distribuer plein de points sur la surface de notre topologie. Et on le voit ici, si je crée plusieurs points sur ma topologie, on voit que je vais avoir des points qui sont créés à l'extérieur et à l'intérieur de mon modèle, ce qui n'est pas du tout ce que je veux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à l'étage du dessus, là où on a fait notre extrusion. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va décider d'output le back, ça on le laisse indemne, mais on va aussi output le groupe de front, celui qui nous a permis d'extruder devant. Une fois qu'on fait ça, dans l'object merge, nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est cet extrude front. Donc ici, en plus du out crème que l'on a positionné, on peut mettre extrude front. Ça va filtrer uniquement la partie qui nous intéresse. En gros, on a demandé d'object merge cet objet, mais juste son groupe qui est automatiquement détecté dans le champ ici. Dès que je fais ça, maintenant, je peux pouvoir scatter uniquement des points sur cette surface-là. Je remets par défaut 1000 morceaux de sucre, c'est pas mal. C'est peut-être même encore un peu trop. Donc je vais réduire ça à 80 morceaux ou 100 morceaux de sucre, ça ira très bien. Et je peux même désactiver le relax itération pour que ça ne me fasse pas quelque chose de trop ordonné, trop distribué de manière équilibrée. Je veux désordonner un petit peu tout ça et créer pourquoi pas un peu plus de points. Ce qui m'intéresserait encore plus, c'est de ne pas créer de grains sur les côtés. Eh bien, en réalité, quand on saupoudre ça, notre donut du dessus, on a très peu de chances d'avoir des grains qui vont tomber sur les côtés comme ça. C'est pas le but. On aime bien les avoir que au-dessus. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir récupérer un groupe, ici, désactiver le base group, grouper uniquement les points, puisque c'est ce qui va nous intéresser, et on va venir grouper cette fois-ci par les normales. En activant ça, ce que je peux faire, c'est je ne veux pas grouper par rapport à Z, à l'axe Z, je veux grouper par rapport à l'axe Y, savoir ce qui monte vers le haut et l'angle par rapport à cet axe-là. Et tous les angles qui seront supérieurs à ce spread angle ne seront pas pris en compte dans mon setup. Donc je peux réduire ça de manière drastique pour obtenir la zone qui m'intéresse le plus. Et de cette manière-là, je vais pouvoir grouper uniquement ces points. Dans le scatter ici, je peux venir définir ce nouveau groupe. Par défaut, il attend un groupe qui est sur les primitifs. Donc on ne va pas grouper les points, on va venir grouper les primitifs. Et en théorie, dans le scatter, il devrait apparaître le groupe 2 que l'on vient de créer. Donc maintenant que je fais ça, je vais pouvoir uniquement créer des points sur cette base-là. Derrière, je peux rehausser un peu mon groupe si je veux récupérer un peu plus de matière, ce qui va me permettre d'obtenir un profil de points directement sur la surface. Maintenant qu'on a ce profil de points, on peut venir créer un tube que l'on va fermer. On n'oublie pas de faire le end cap ici pour que le tube soit fermé sur les deux côtés, en haut et en bas. Et on va juste réduire son radius scale pour que ce soit un petit grain de sucre, peut-être moins haut que ça encore. Ça devrait suffire à cette hauteur. On va le réajuster après. Pour le moment, c'est juste du prototype, c'est pas très important. Et ce qu'on peut faire, c'est créer un copy to point. Étant donné que maintenant on a une target de points et qu'on a un objet à conformer sur ces points, ce qu'on peut faire, c'est dupliquer X fois le nombre de points, ce tube, par rapport au template qu'on a ici. Et là, j'obtiens bel et bien mes morceaux de sucre directement sur mes templates. Donc on a un souci d'orientation et de taille. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur le côté ici, on va déclarer un attribut qui s'appelle pscale, qui est un attribut qui va nous permettre de gérer la taille des points. Et étant donné que chacun des points aura une certaine taille, quand ils vont copier nos primitifs vont récupérer la taille des points, donc vont se scale par rapport à cet attribut-là. C'est magique et ça marche super bien. Donc si je crée juste un attribut create et que je viens setup automatiquement pscale ici,
P-Scale est automatiquement reconnu par le setup. Et dès que je vais mettre une valeur ici, P-Scale va savoir qu'il doit gérer la taille des points et donc, par voie de conséquence, la taille générale, la taille générale de chacun des morceaux qui vont être distribués dessus. C'est les points qui stockent les valeurs et c'est les morceaux qui récupèrent cette valeur pour se distribuer. Donc là, c'est pas super intéressant. J'ai P-Scale qui est automatiquement uniforme, étant donné que j'ai donné une valeur uniforme. Toutes les instances vont récupérer une valeur uniforme de P-Scale. Autre problème, c'est que notre tube ne pointe pas du tout dans la bonne direction. Donc, on va tricher un petit peu, on va venir récupérer notre tube et on va mettre son profil qui pointe directement vers Z pour que, en réalité, il soit distribué dans le bon axe. Ça commence à être pas mal, mais ce n'est pas l'idéal. Ce qu'il faudrait, c'est randomiser ça. Il faudrait randomiser à la fois P-Scale pour qu'il soit compris entre deux valeurs éventuellement, pour que ça randomise un petit peu ça sur toute la surface. Pareil pour son orientation, on voit là qu'ils sont tous dans la même orientation, ils pointent tous du même côté. C'est pas génial, il faudrait randomiser ça pour que les points regardent dans des directions différentes par rapport au normal ou plusieurs autres vecteurs. On va le faire simplement, on a un node qui nous permet de refaire ces deux opérations, voire plus encore, qui s'appelle le scatter align et qui lui nous permet de créer non seulement des points, mais de randomiser aussi automatiquement nos géométries qui vont être distribuées de manière plus organique. Donc par défaut, vous ne devriez rien avoir parce que le scale minimum et maximum est beaucoup trop gros par rapport à notre objet. Je m'explique, chaque point devrait faire 1 mètre minimum et maximum et le coverage serait à 50% de notre objet. Ce qui se passe, c'est que 1 mètre, c'est beaucoup trop gros. C'est quasiment la taille de notre torus en entier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire le minimum à 0,01 et le maximum à 0,005. Allez, 0,07 pour la référence. De cette manière-là, on va avoir nos points qui vont être distribués sur la surface et on pourrait réduire le coverage scale pour éviter d'avoir trop de points dessus. Même logique, on pourrait venir récupérer le groupe qu'on a déjà créé pour distribuer uniquement les points dessus. On obtient à peu près le même résultat entre l'un et l'autre, pas grosse différence. Sauf que maintenant, dès que je vais déclarer mon copy transform, je devrais commencer à visualiser certains polygones. Je vois bel et bien ici que, si j'appuie sur Entrée pour enlever les chiffres, je vois bien que j'ai bel et bien des points et des primitifs, donc ça devrait avoir marché. Sauf qu'ils ont l'air d'être extrêmement petits. Je vais mettre mon viewport en noir pour visualiser ça mieux. Oui, je les ai, mais ils sont beaucoup trop petits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir gérer directement notre scatter align ici et on va venir rehausser cette valeur minimum, cette valeur maximum. On veut qu'il y en ait un peu plus que ça, encore un peu plus que ça en termes de taille. Et on va venir rehausser le coverage juste ici. Ok, pour le moment, ça devrait aller. Donc on voit que là, on commence à avoir une randomisation un petit peu plus intéressante. On a déjà nos orientes qui sont setup. On a déjà la possibilité de scale de manière plus aléatoire nos primitifs. Mais la chose qui est surtout très intéressante, le minimum around normal avec un minimum d'angle, un maximum d'angle pour pouvoir encore plus randomiser nos morceaux de sucre sur la surface. Et derrière, on peut venir éventuellement randomiser la couleur de nos morceaux de sucre. Le souci, c'est que si on fait ça, eh bien en réalité, ce qu'on va venir randomiser, c'est la couleur de chacun des points. On est là-dessus. Pareil, si je fais ça sur les primitifs, ça va quand même me randomiser chacun des primitifs, ça va me randomiser leur couleur. Donc idéalement, au lieu de le faire à cet endroit-là, ce que je peux faire, étant donné que ici, en réalité, on transfère tous nos attributs sur notre copy to point et tout le tube va récupérer les attributs qui sont présents ici. On vient de le voir ici avec P-Scale ou même les normales. Ce que je vais faire, c'est que je vais recréer l'attribut de classe, je vais le modifier, je vais le mettre sur les points et je vais changer ça et je vais le mettre juste au-dessus. De cette manière-là, je vais randomiser la couleur de chacun des points et automatiquement, mes primitifs vont recevoir cette couleur de manière unique. Génial, je peux récupérer maintenant ces nouveaux morceaux de sucre que je viens de créer et les merge avec notre topologie. Donc une fois qu'on a une vue d'ensemble, ce qu'on peut faire, c'est venir retravailler avec le scatter line. Je vais supprimer celui-ci, le P-Scale et le scatter, c'était juste pour te montrer. Je vais aligner tout ça pour rester plus propre et organisé. Et je vais pouvoir venir jouer avec le scatter align
Donc ce qu'on peut faire tout simplement, c'est venir ici sur le cover edge et extrapoler cette valeur pour avoir encore plus de morceaux. On fait bien attention que nos morceaux de sucre soient bien connectés à nos merges, au moins on peut tout visualiser en un bloc. Et on obtient notre modélisation de notre torus complète. Donc si tu veux plus de contenu procéduraux, tu me le dis en commentaire. Si tu préfères DFX, c'est la même logique. N'oublie pas, tu as la formation gratuite sur le site de Foxform 3D. Tu as également accès, si tu le souhaites, Patreon de Foxform 3D. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, salut!